vous pensez que ce passage en télé-réalité, sans le passage en télé-réalité, vous seriez pas là où vous êtes aujourd'hui? J'y serais. Ouais, mais ça aurait été plus long. Ouais. Là, il faut être honnête, je pense que c'est un énorme tremplin. On est vu par la France entière et également les professionnels. Donc c'est vrai que c'est un énorme tremplin. Mais moi, je me prédestinais déjà à ce genre de métier avant, puisque j'étais en BTS audiovisuel. J'avais passé un bac audiovisuel et je commençais des études de journalisme. Donc je me prédestinais à ça. Effectivement, ça a été beaucoup plus rapide avec le passage à la Starac. Tu avais une carrière de chanteuse en tête, justement, parce que toi, on t'a repéré en tant que chanteuse de karaoké dans un lieu. Tu rentres à la Starac, tu commences à chanter, tu prends des cours. Est-ce que dans ta tête, tu t'es dit, je peux faire carrière de chanteuse? J'aime la musique, c'est quelque chose qui m'inspire profondément. Je respire musique, j'aime ça, je pense comme ça. Mais j'avais aussi envie de découvrir les métiers qui étaient autour de la musique. Quand je me spécialisais en BTS, je me spécialisais dans un BTS production pour après, pourquoi pas, travailler en maison de disque et repérer des talents ou autres. Mais il s'avère que sur cette émission, j'ai été très très bien entourée, parce qu'il y avait Nathalie André, Alexia Laroche-Joubert, de très grandes productrices et programmatrices. Nathalie est maintenant directrice des divertissements de France 2. Donc, il y avait également ce jeune homme qu'on ne présente plus, Nikos Aliagas, qui était notre animateur. Et il était déjà là. et je le voyais faire, et sa manière... cet engouement qu'il avait pour la musique, parce que Nikos aussi est chanteur. Il avait un engouement. Il sait tout faire. Un vrai showman, un vrai performeur, et c'est ce qui m'intéressait. Le côté performance, et un peu à l'américaine dans l'entertainment, savoir un peu tout faire. Savoir chanter, jouer à la comédie et présenter. Et quand je voyais ce bonhomme sur la scène, parce qu'attention, vous voyez ce que vous voyez sur le Prime en direct, mais ce qui se passe pendant les coupures pub, le type reste là et maintient son public. C'est vrai. Les entre 500 et 1000 personnes qui sont là le vendredi soir. Il n'y a pas de chauffeur de salle. Il n'y a pas de chauffeur de salle, c'est Nikos qui s'en occupe. Je me suis dit, la manière dont il parle de la musique, c'est ça que je veux faire. Donc quand tu arrives en finale, tu arrives presque au bout, et tu perds. Et je suis en finale. Et tu te dis quoi? C'est merde. Non, tellement content de sortir. C'est vrai. C'était un bon échec. C'était un bon échec parce que parce que tu arrives, tu le sais, 5 semaines, c'est long. Là, je crois qu'il y en avait 7 ou 9, je crois. C'est long. 9 semaines, donc c'est extrêmement long. Et j'arrive sur scène donc le 5 septembre. Ça marque tellement. Il y a des dates. Je m'en souviens, Je sors de cette émission au bout de 2 mois d'enfermement, 2 mois et 1 semaine, c'était 9 semaines. D'enfermement complet, et là je vois tous les gars de mon groupe que j'ai pas eu depuis donc 9 mois, avec qui je vis au quotidien. C'est les gars qui je fais le tour du monde, qui sont comme mes frères quelque part, qui débarquent sur scène pour faire un spectacle, un show de danse devant la France entière. Et là je suis ravi parce que je me dis ok, c'est pas tout, enfin j'ai pas fait ça pour rien non plus quoi. Les mecs sont arrivés sur TF1, ils dansent, ça me fait plaisir. Derrière aussi ça va nous donner de la visibilité, etc. Donc c'était cool. Et donc ils font ce show, je les rejoins à la fin durant 30 secondes et voilà, et je me dis voilà, maintenant c'est ce que je veux faire, je vais sortir demain et je vais dormir et je vais m'entraîner, je vais voir ma famille, je vais m'entraîner, je vais reprendre ma vie d'avant. Pas de regret. Ouais, non, ça y est. Après, effectivement, tu passes à peut-être 150 000 €, c'est pas les voir. Voilà, tu les as pas, tu les auras plus dans ta vie, c'est pas grave. Donc c'est pas très grave. Comment vous faites pour retomber sur Terre? Justement, parce que ça s'enchaîne tellement rapidement. Comment vous faites pour justement pas vous laisser embrigader par... C'est vrai? Ah oui. Mais pas vous laisser, parce que en général quand on sort de la télé, tu en parlais tout à l'heure, c'est on vous invite dans les soirées, certains peuvent s'y perdre en plus en oubliant les objectifs, les filles, les mecs. Bien sûr. Qu'est-ce que vous faites vous pour... Vous allez enchaîner. Moi j'ai dans les soirées quand j'étais rémunéré. Beaucoup en fait? Non, bon, alors c'est plus relatif, hein, vrai. quelques centaines d'euros, parfois 1000 € pour aller à une fête, c'est convenable, surtout quand tu n'as aucune raison d'y aller, tu te dissipes les bénéfices. Donc t'en fais 10, 15, 20, 30 et à un moment donné t'as fait le tour. Tu peux moins vendre ces prestations-là, donc tu vas plus. Et puis voilà, et puis moi je suis pas un grand sorteur non plus, j'ai pas beaucoup en boîte. Donc non, très vite j'ai arrêté. J'y allais quand j'étais rémunéré, quand j'étais plus rémunéré, j'y allais plus et je me suis mis à faire autre chose. Donc au bout du mois de janvier de l'année suivante, donc les 4 mois ou 5 mois qui ont suivi, je me suis mis vraiment à complètement couper tout ce que je faisais, et les soirées et les événements qui me rattachaient à l'émission, et même les interviews à ces sujets, et je me suis mis à penser vraiment au futur. Mais durant les 4 mois de sortie, effectivement, t'es un peu dans le truc, quoi. Ce qui est normal. Tout de même, La chaîne t'a fait confiance de plus en plus, puisque comme disait Cyril, on te voit de plus en plus. Qu'est-ce qui a fait que la chaîne te propose de plus en plus de place à l'antenne? À un moment donné, il faut apprendre son métier. Non, mais c'est-à-dire qu'aujourd'hui, des fois,
c'est peut-être méchant ce que je veux dire, mais je rigole quand je vois des gens propulsés en prime time par exemple, alors qu'ils n'ont rien fait avant. C'est un métier animateur, c'est pas quelque chose qu'on fait parce que je sais pas chanter, je sais pas danser, je suis pas mannequin, donc tiens je vais animer histoire de rester visible, voilà, histoire d'avoir de la visibilité. Il y en a beaucoup les anges de la télé. C'est ça, mais le problème c'est qu'animateur c'est un métier, gérer un public, gérer ses équipes. Bon, après, moi, je ne suis pas ce qu'on appelle une animatrice prompteur. Moi, j'écris absolument tous mes textes. Donc, oui, j'ai un prompteur, je l'avoue, je le concède. Mais ce sont mes textes. Donc, du coup, il y a tout à écrire en amont. Et à un moment donné, voilà, j'ai commencé avec une émission de 52 minutes, ce qui est beaucoup quand on débute, quand même, quand on démarre. Et j'ai appris mon métier, j'ai été sur le terrain, j'ai été rencontrer les artistes. Les artistes me font de plus en plus confiance. Donc, la chaîne... tout ce qui est programmation, etc. me font également de plus en plus confiance parce que voilà, les artistes se confient facilement à moi, ils n'ont pas trop peur, donc du coup, voilà, chaque chose, en fait, plus tu travailles bien, plus tu montres en tout cas que tu as envie de travailler et que tu le fais, et j'ai pas peur des horaires, ne pas dormir seulement, c'est pas très grave, tant il y aura plus tard, mais on prendra un petit café, mais voilà, ça ne me dérange pas, et c'est vrai qu'au fur et à mesure, voilà, j'ai montré mon envie et mes ambitions positives auprès de la chaîne aussi, j'avais pas envie d'être... la petite jolie plante juste parce que je sors d'une télé-réalité et que je peux lire un prompteur, ça ne m'intéressait absolument pas. J'ai beaucoup travaillé. Cyril. Alors toi tu sors de Secret Story, plein d'amour, avec Alexandra, et tu crées Nid de Love. Comment l'idée vous est arrivée de créer ce site de rencontre en ligne? Comme toute création de société, il y a aussi un côté opportuniste, un momentum entre guillemets. Alexandra a été entre guillemets de beaux quartiers parisiens, 6e arrondissement avec une belle éducation et une belle famille. Moi j'étais plutôt banlieusard, du sud de Paris, 78, donc finalement assez opposé. Et je pense que sans l'émission on ne se serait jamais parlé. Bien sûr. Donc quelque part l'émission nous a fait nous rencontrer, il y avait aussi un sujet un peu drôle là-dessus. Et en sortant de l'émission, moi qui voulais monter une boîte dans le digital et ayant fréquenté moi à titre en termes de conso entre guillemets un an avant des sites de rencontres pour aussi comprendre, etc. Je n'étais pas un grand adepte mais j'ai consommé pour comprendre aussi. Je m'étais dit qu'il y avait un sujet là-dessus et finalement on s'est dit avec Alexandra que ça allait être marrant de mettre en avant vraiment ces deux sujets et de dire qu'un banlieusard champion de hip-hop peut rencontrer une fille des beaux quartiers parisiens. Ça veut dire quoi, oui? Ça veut rien dire de vous. C'est vrai, il n'y a aucun sens. Non. J'essaie de devenir vas-y, oui. Non. C'était l'époque où 2009, moi je lisais beaucoup de presse américaine, j'étais fan de start-up et de l'écosystème entrepreneurial américain. Il y avait beaucoup de boîtes qui se lançaient avec des double consonnes, etc. Et je cherchais un nom disponible aussi, un DNS en .fr.com disponible sur le net, ce qui était très compliqué à l'époque. Maintenant c'est encore pire. Tout est acheté, tout est pris. Et donc Wheezy était le seul DNS de 5 lettres. Je voulais pas être plus de 5 ou 6 lettres. Trop long. Ouais, c'était une marque assez forte, Wheezy, se soutenait facilement. Après il y avait un souci d'écriture et de prononciation qui était autre, mais en tout cas c'était court, libre. Ça me paraissait fun. Donc, au bout de 2 semaines de recherche sans succès, on a pris Wheezy. Tu es depuis septembre dernier directeur de la communication de l'agence Buzzman. Absolument. Tu es donc employé? Bah non, parce que je suis consultant chez eux. Donc tu as une société à côté et tu es consultant. D'accord, En vendant la boîte, j'ai remonté une autre structure qui était vraiment exactement comme toi sur Hush, ça. Exactement comme Hush, qui a vraiment, alors moi, une ambition extrêmement personnelle. J'ai 100% du capital, ça ne me sert qu'à financer mes projets, à investir dans les boîtes qui m'intéressent et à facturer aux clients que je conseille. Et Buzzman étant le plus gros client que j'ai actuellement, je suis quasiment 35 heures chez eux, enfin je suis quasiment au bureau tout le temps, j'ai une visite. Tout le monde me pense comme employé, mais je suis vraiment consultant. J'ai tenu à garder une liberté sur ce sujet pour pouvoir à côté faire d'autres choses, pour pouvoir aller à Cannes quand je veux, prendre le week-end. Être là. Voilà, être là, pendant en pleine journée. Vous prenez le temps d'en profiter un peu de tout ça ou vous faites que travailler? Non, mais je profite. Si, je profite, oui. Moi j'adore, honnêtement, j'aime pas cette phrase, mais j'aime bien travailler. Mais c'est vrai. Tu t'amuses quand tu travailles. Oui, alors effectivement, quand tu fais un document pendant 4 heures, non. Et faire des rendez-vous, voilà, ça c'est moins fun, mais tout de même ça apprend des choses. Mais faire des rendez-vous, signer un contrat, se prendre une tôle, voilà, c'est marrant quoi. Il y a un truc super marrant. C'est un jeu, on prend pas trop au sérieux. Non. Je m'ennuie vite en vacances. C'est vrai? Ouais, je m'ennuie très vite. C'est quand tes dernières vacances? Août de l'année dernière. Donc depuis rien? Même pas des petits week-ends? Il y en a eu plein là en mois de mai. Oui, mais non, on se repose comme tout le monde, on profite de nos proches comme tout le monde, je pense, et tout ça. Mais t'as toujours un moment donné où, je sais pas, t'es au resto avec ta famille, t'es calme, et parce que tu dis, oh, j'ai une idée, tiens, je vais peut-être creuser ça. Tu vois, c'est. Je crois que quand t'es passionné par un truc,
En off ou pas en off, parce que tu quoi.